Merci de nous rejoindre sur Espace TV dans le club de l'actu. Bonsoir à toutes et bonsoir à tous. Bienvenue. Ce soir, nous parlons essentiellement de l'éducation avec la grève en cours déclenchée par le SLEG version Abakar Souma. Et ensuite, nous reviendrons sur d'autres faits majeurs de l'actualité durant la semaine qui s'achève. Sur ce plateau, nous recevons pour vous Mamadou Ouri Diallo. Il est journaliste au groupe de presse Gangan, à qui on dit bonsoir. Bonsoir Antoine. Et bienvenue. Merci. Jacques Lewaleno est journaliste au groupe d'Adafo Média. On lui dit bonsoir. Bonsoir Antoine. Mohamed Mara, vous le connaissez, co-animateur de l'émission. Également journaliste à qui on dit bonsoir. Bonsoir. Bienvenue. Merci. Et notre invité a pour nom Abakar Souma. Il est secrétaire général du SLEG, mais controversé. Il va nous dire beaucoup de choses par rapport à son mot d'ordre de grève déclenché récemment. Nous lui disons bonsoir et bienvenue. Bonsoir monsieur. Comment allez-vous? Ça va très bien et vous? Le moral, Oui. il est au beau fixe. Beau fixe. D'accord. Merci. Bienvenue à vous. On entame l'émission par ces cas de violence enregistrés récemment à Conakry avec 2 victimes enregistrées après bien sûr le déclenchement de la grève. Est-ce que ces victimes sont alliées à cette grève déclenchée par Abakar Souma? Nous en parlerons dans cette émission, le club de l'actu. Mais pour l'heure, on y va avec l'enterrement récemment d'Abdoulaye Ba, l'une des victimes du lundi 12 février. C'est parti. C'est un jeune élève âgé de 16 ans, en classe de 10e année, qui a reçu une balle sur l'axe Bambeto ce lundi 12 février. Ses amis accusent les forces de l'ordre venues pour le maintien d'ordre. Ils nous ont fait quelque chose qu'on ne va jamais oublier. Ils ont tué un enfant, un gamin qui n'avait que 16 ans. Il ne venait que de quitter à l'école. Il n'avait rien de mal. Il était venu juste pour jouer avec ses amis. Abdoulaye Ba rejoint la liste des jeunes tués sur l'axe par des agents jamais identifiés. Il a été inhumé ce mardi en présence de ses camarades. Si vous voyez les enfants pareil, au moins si on vient pour maintenir le maintien d'ordre chez nous ici, au moins il y a des gages, il y a beaucoup de choses qu'on peut faire la maintien d'ordre sans tirer les enfants qui ont des avenirs pour le pays. Si aucun incident n'a eu lieu jusqu'à l'enterrement, juste après l'inhumation, des jeunes en colère ont envahi la rue pour manifester. L'ouverture d'une enquête en vue de situer les responsabilités est annoncée dans un communiqué du gouvernement. Voilà, à l'instant, cette image de l'enterrement d'Abdoulaye Ba, l'une des victimes sur l'axe La Route Le Prince. Pour commencer l'émission, on va parler de ces élections communales, bien sûr, Mohamed Mara, avec ces cas de violence enregistrés, mais surtout les jeux d'alliance qui ont déjà commencé. On nous apprend que l'UFDG à Kaloum serait pour parler avec Aminata Touré de Kaloum Yegui. C'est la règle justement des élections locales, parce qu'en réalité, ce sont, si vous voulez, il n'y a pas eu une élection, mais il y a eu 342 élections en réalité. Donc chaque collectivité décentralisée va élire ce qu'on appelle un peu son petit parlement, ensuite son petit gouvernement. C'est un peu l'image. Donc, malheureusement, on n'a pas suffisamment expliqué, si vous voulez, le processus aux populations. C'est d'ailleurs ce qui peut expliquer les violences auxquelles on est en train d'assister. Alors, qu'est-ce qui se passe succinctement? C'est que les partis politiques, mais aussi des listes indépendantes, sont allés à l'assaut du suffrage des électeurs. Alors, donc après ces élections, nous avons des résultats qui tombent. Et dans une collectivité, une fois que les résultats sont disponibles, donc sont validés, on regarde par liste le nombre de conseillers obtenus pour chaque liste. Mais à ce stade, on ne peut pas dire qu'un parti a perdu. Tous les partis qui ont au moins un conseiller ont gagné parce que tous entrent, si vous voulez, au conseil communal. Et ce n'est pas terminé. À l'intérieur de cette collectivité, donc de cette commune, vous avez soit des quartiers quand ce sont des centres urbains ou des districts quand ce sont en zone rurale. Alors, chaque liste arrivée en tête dans un district, dans un quartier, automatiquement emporte le conseil du quartier. Ça veut dire en réalité qu'il y a une autre élection, mais qui est arrimée à l'élection communale. Donc, par exemple, prenons Ratoma, l'UFDG est arrivé en tête, largement avec 29 conseillers sur 45. Mais ce n'est pas sûr que l'UFDG ait, si vous voulez, les chefs de quartier dans l'ensemble des quartiers de la commune de Ratoma. Parce que vous verrez des quartiers où, par exemple, le RPG ou une liste indépendante peut arriver en tête. Dans ce cas-là, c'est le RPG Arc-en-Ciel qui va, si vous voulez, désigner
le chef de quartier, qui aura donc l'exécutif du quartier. Donc cela signifie que si une liste arrive en tête à l'issue des élections, ce n'est pas certain que ce soit lui qui pilote, qui dirige la commune. Non, là c'est d'abord au niveau, si Des vous voulez, quartiers. intrinsèquement local, donc des quartiers D'accord. et des districts. D'accord. Ça sera fait très bientôt dès que les maires seront élus, parce que ce sont ces maires qui vont valider justement la composition de ces conseils de quartier et de district. Donc tous Maintenant, ces cris qu'on a entendus n'avaient pas lieu d'être. pour Les le cris, moment, les violences, non, pour le moment, parce qu'en réalité, on n'a pas expliqué aux populations que ce n'est pas encore fini, en réalité. Et le problème, c'est quoi? C'est qu'on a donné un caractère national à des élections qui restent fondamentalement des élections de proximité. C'est une faute de la part des partis politiques, nous l'avons expliqué ici dans d'autres numéros de cette émission, que de vouloir, si vous voulez, demander à des électeurs, par exemple, de sanctionner un bilan national d'un parti politique ou du parti au pouvoir. C'était une erreur parce que pour qui connaît la composition de ces deux partis ultra dominants de notre pays, on ne va pas s'en cacher, ce sont des partis fondamentalement à caractère communautaire. Alors, lorsque vous opposez ces deux partis jusque dans les quartiers, automatiquement, vous faites malheureusement glisser les vices contenus dans les clivages, dans les rapports entre ces deux partis ultra-dominants. Sur le plan national, vous les amenez au niveau des districts et au niveau des communes. Et c'est malheureusement ce qui s'est passé. L'exemple de Kalenko est assez flagrant. À Kalenko, une liste gagne. Je ne vais pas donner de nom, mais une liste a été annoncée, l'emporter dès dimanche soir. Alors, l'autre qui n'était pas, l'autre camp qui ne voulait pas entendre parler de la victoire de cette liste-là, a estimé que c'est la victoire d'une communauté. Parce que malheureusement, sur le plan national, les deux partis sont justement perçus comme étant des partis animés aux communautés. Donc, il y a eu un affrontement entre ces deux communautés. Et puisqu'on va parler de ces violences après, ce qui s'est passé à Kalenko est inouï. C'est inédit dans notre pays. Il y a eu une rupture. Et à mon avis, il doit y avoir un sursaut républicain dans notre pays. Parce qu'on est allé jusqu'à brûler. Parce qu'il n'y a pas eu assez de commentaires autour. Pas de déclarations. Mais justement, je vais en venir. À part les ressortissants Je vais en venir. Les ressortissants de la ville ont tout fait pour rencontrer ici le chef de l'État, qui ne l'a pas accepté, qui s'est même fait annoncer, si vous voulez, pour 15 heures, je crois que c'était mercredi ou jeudi. Curieusement, à cette heure, il était à l'aéroport pour recevoir Ernest Baïkoruma. Et c'est finalement Kori Kondiano qui allait se présenter pendant que la communauté l'attendait. a reçu la communauté. Bourema Condé également, c'était la semaine dernière. Après qu'il soit passé dans les grandes gueules. Justement, parce qu'ils sont venus pour le rencontrer, le rendez-vous était calé, et il s'est débiné à la dernière minute, il leur a fait faux bon. Il a fallu qu'on le dénonce vendredi dans les grandes gueules pour que le même jour, il s'empresse de les recevoir. Ça, c'est un problème. Là où on a calciné des enfants, ça veut dire qu'on attaque un symbole. C'est celui même de notre survie, de notre vivre ensemble, mais aussi de notre avenir. Donc, lorsque une telle abomination est commise dans un pays, le minimum qu'on pouvait attendre, c'était que le président de la République prenne ses responsabilités, qu'il limoge, par exemple, le préfet de Dinguiraï, qui a été alerté par les populations très tôt, qui avait, si vous voulez, ces velléités-là, qui avaient des risques de dérapage et de violence et nuit. Il n'a pas levé le petit doigt. Le minimum à faire, c'était d'envoyer une mission gouvernementale tout de suite pour s'enquérir de la situation, pour faire l'état des lieux et apporter notamment une aide d'urgence aux communautés qui aujourd'hui manquent d'eau potable, n'ont pas de toilettes, dorment à la belle étoile. Donc, on peut friser là une crise sanitaire. Rien n'est fait. On voit plutôt un général de l'armée, le ministre de l'administration du territoire, qui se reconvertit en imam et nous fait un prêche à la télévision nationale. Alors, pour terminer rapidement donc, avec le processus local, j'ai dit que ce n'est pas gagné pour le moment pour un parti. Vous avez parlé des jeux d'alliance, c'est vrai. C'est maintenant qu'il va y avoir des tractations entre les partis politiques. Donc, il va y avoir une élection à l'interne. Il n'est pas dit que lorsqu'un parti arrive en tête, qu'il forcément, il gagne déjà. Je vous donne l'exemple tout simple de Bokeh. Bokeh, UFDG et RPG sont arrivés avec 9 conseillers chacun. Suivi de l'UFR avec, je crois, 7 conseillers. Ensuite, vous avez, je crois, Mamadou Sy, le parti de Mamadou Sy, là, je crois, qui est arrivé avec 4. Makanera, qui est arrivé, ainsi de suite. Le PADES, je crois qu'il y en a un également. Alors, j'ai dit en m'amusant que même l'UFR peut gagner encore Bokeh. Parce que tout est dans le jeu des alliances. L'UFR, par exemple, peut vouloir soutenir le RPG Arc-en-Ciel dans une commune qui tient au cœur, par exemple, du RPG, par exemple Kaloum. Et de l'autre côté, le RPG peut décider, par exemple, de soutenir l'UFR. Parce qu'à eux deux, avec 16 voix, automatiquement, ils gagnent. L'UFR pourrait gagner, par exemple, Bokeh, où il n'y a que 26 conseillers. Donc, c'est le principe.
Maintenant, il faut que les gens comprennent que ce n'est pas terminé. Le jeu des alliances fera le reste et juste après, dans les délai de 60 jours, il y aura l'élection des conseils régionaux. Donc, l'ensemble des conseillers, par exemple, de la ville de Conakry, ça peut expliquer tout ce qui est en train de se passer, vont se réunir pour élire le maire central. Et c'est pourquoi il y a toutes ces formes de tripatouillage. Parce qu'il ne suffit pas de perdre une commune. On peut perdre une commune ou deux, mais avoir un nombre important de conseillers qui vous permettront d'avoir un maire central. Or, c'est l'enjeu. Voilà pourquoi on assiste à tout ce qu'il y a comme tripatouillage en ce moment au niveau de ces élections. Il y a un honorable député, ou un ancien député, je crois c'est Cheikh Traoré, qui disait qu'après le premier tour, place au deuxième tour avec cette fois-ci l'absence du public, avec un comité restreint de techniciens qui vont choisir les différents maires. Est-ce qu'à votre avis, comme l'a dit un journaliste, il y aura des alliances incestueuses, des partis qui se détestent, qui seront obligés de s'allier pour faire élire un maire? Jacques Leno. Il faut s'attendre en tout cas. Poser la question, est-ce que l'exemple type, je crois que tu maîtrises bien, de Guékédou par exemple, pourrait justement nous envoyer dans un tel cas de figure qu'il appelle des alliances incestueuses? Est-ce que vous pensez par exemple que dans la configuration de Guékédou c'est possible? Tout est possible. Je pense que même les leaders politiques nous ont habitués avec ce genre de discours. On dit jamais, jamais en politique. Et ce qui se passe du côté de Kaloum, justement, j'ai comme l'impression aujourd'hui que les grandes formations politiques, les deux grandes formations politiques sont sur le point d'accepter que la dame prenne la tête de la mairie. Maintenant, il y a que la dame n'a pas grand-chose à donner. C'est-à-dire, à part les 11 conseillers qu'elle a pour la commune de Kaloum, sa liste n'est pas présente dans d'autres circonscriptions où elle pourrait, par exemple, promettre à un parti politique quelques conseillers pour prendre une autre mairie. Ce qui devient très difficile. C'est pourquoi, quand je lisais la dernière fois... Et l'assurance d'une alliance, par exemple, dans le cadre des législatives, est-ce que en tout cas, une telle proposition ne pourrait pas quand même faire tache d'huile? Si par exemple, dans un document ou si vous voulez, dans un accord non écrit, par exemple, elle décidait de soutenir par exemple un parti quelconque, notamment pour les législatives, voire pour le présidentiel de 2020, est-ce que ce parti-là, en réalité, ça ne peut pas être un indicateur? Je ne sais pas, il faut que ça soit un soutien en tant que mouvement, parce que en tant que mouvement politique, Kaloum Djigui ne peut pas compétir aux législatives ni à la présidentielle. En tout cas, à moins qu'il y ait modification de la loi pour qu'on lui permette. Et parce qu'on a entendu Cellou Dalein Diallo dire qu'elle n'a pas directement appelé le parti, mais c'est de cela que je voulais parler. C'est de cela que je voulais parler parce qu'elle voudrait dire, elle veut se montrer très sainte, si vous voulez, parce qu'elle ne veut pas discuter avec les leaders politiques directement pour parce qu'elle n'étant pas politique. Elle n'étant pas politique. Pourtant, en décidant de compétir à ces élections, quoi qu'on dise, même si c'est une liste indépendante, elle fait de la politique. Donc, elle ne peut pas ne pas discuter avec les leaders. Si elle ne comprend pas cela, elle se trompe. Carrément. Je pense que ça, d'ailleurs, elle l'a compris parce que j'ai pu lire après qu'elle devrait entrer en contact avec Cellou Dalein Diallo pour discuter. Parce qu'il lui faut carrément des gens qui vont décider de l'aider. Parce que ça, ce n'est vraiment pas l'aider et puis voir à l'interne ce qui peut se passer. Parce que la seule chose qu'elle peut donner, on lui donne peut-être la mairie et qu'elle décide d'accompagner le parti qui va la soutenir pour les adjoints. Il pose la question pour Guékédou et c'est là la communication doit beaucoup, les leaders politiques doivent être francs avec leurs militants parce que s'ils ne le font pas, ils vont faire croire à tous ceux qui ont voté pour leur liste dans les communes urbaines et les communes rurales qu'ils sont les mieux placés à prendre la tête des mairies. Alors que les gens peuvent avoir ça à l'idée, mais quelque chose va se passer finalement, ce n'est pas l'homme qu'on voulait avoir à la tête de la mairie qui n'est pas là. Parce que tout simplement, à l'interne, il n'y a pas eu d'alliance, il n'y a pas eu d'accord. Maintenant, des alliances qui pourraient se passer entre, par exemple... Parce que Cellou n'exclut pas de s'allier à l'UFR. Cellou n'exclut pas. Sidia non plus n'exclut pas. Justement. Et l'UDG qui ne ferme pas la porte. L'UDG qui ne ferme pas la porte. Mais alors qu'il y a un accord avec lui. Il y a même Faya Milimono qui a dit qu'il ne dit pas jamais que tout est possible. Il est prêt à rencontrer Alpha Condé. Qu'il est prêt à rencontrer Alpha Condé. Parce qu'on sait, quand j'ai vu un peu les résultats de la préfecture de Guékédou, qui est son fief, dans toutes les circonscriptions, il a été battu par le RPG. C'est seulement
dans sa sous-préfecture d'origine, où il est venu en tête, à Wende Kendema, où il est venu en tête. Mais il a soit talonné le RPG ou talonné l'UFDG et le RPG dans les circonscriptions électorales, donc dans les communes. Mais son faiseur de roi. Mais c'est même le BL qui est faiseur de roi. Peut-être même le roi. Il est le roi ou faiseur de roi à Guékédou. Ça, quand même, il faut le reconnaître. Donc, dans les deux cas, c'est possible. Dans les deux cas, c'est possible. Parce qu'il sait qu'il ne faut pas oublier, il y a le parti, le BL en tant que tel, mais il y a les candidats eux-mêmes, parce qu'il n'y a pas d'adversité en tant que tel entre les fils, par exemple, d'une même commune, d'une même préfecture. Quelqu'un peut accepter facilement de céder la place à un grand frère ou à un jeune frère quand il estime que c'est lui qui est mieux préparé. Mamadou Ouri Diallo, on le suivait récemment avec Mamadou Sylla, qui est en accord officiellement avec l'UFDG, mais qui n'a pas exclu d'ouvrir la porte du RPG Arc-en-Ciel. Et on apprend même que son fils aurait passé un accord avec le pouvoir en place, avec des conditions à l'appui, qu'il soit ministre. Bon, je voudrais d'abord intervenir sur un aspect de leur intervention, c'est que les partis politiques ont failli à cette mission d'informer les citoyens, c'est-à-dire leurs militants, sur les enjeux de ces élections à ces différentes phases. C'est-à-dire à cette phase des alliances, on ne les a pas vus suffisamment informer leurs militants que, il peut y avoir des surprises, comme il l'a dit tout à l'heure. C'est-à-dire que au soir même du 4 février, on a fait croire aux gens que bon, on est arrivé en tête, la commune nous appartient. Ou qu'on nous a triché. Ou qu'on nous a triché, ça dépend. Alors qu'à cette phase comment on appelle ça, des alliances, il se pourrait que votre candidat soit venu en tête, votre parti soit venu en tête, et qu'à la suite des jeux d'alliance, si vous n'avez pas pu convaincre les autres à soutenir votre candidat qui veut être maire de la commune, que le parti qui est venu en second lieu est son candidat devenu maire de la commune. Ça peut arriver. Ouais. Est-ce que c'est parce que c'est une sorte de honte qu'ils évitent ou de défaite qu'ils évitent pour ne pas expliquer ça aux citoyens? Mais si ce n'est pas fait, ça peut nous amener à d'autres schémas regrettables, parce que les citoyens qui auraient en tête qu'on a déjà arrivé en tête dans la commune Y, et donc c'est fini, il faut qu'on ait la tête. Et après, ils se rendent compte que c'est le candidat de l'adversaire. Non, ça arrive déjà là, avec la flambée de... C'est pas encore perdu. C'est pas encore perdu. Ils doivent expliquer ça aux militants, parce qu'on entend ce qu'on entend dans les quartiers, évidemment. Il y a des gens qui se disent, on est déjà arrivé en tête dans telle commune, si jamais ça change, c'est qu'on nous a trahis. Il faut que les partis politiques aient le courage de dire, on est en train de négocier en ce moment-là avec les partis politiques pour garder cette avance-là. Mais ce sera sur la base des alliances. Si ce n'est pas fait, c'est possible qu'il y ait des surprises. J'ai envie de vous entendre sur le cas Mamadou Sylla. Oui, j'arrive tout à l'heure à cela. Je sais que vous avez des informations qu'on n'a pas forcément, mais... J'ai pas plus d'informations que vous. Attendez, cette histoire de... Maintenant, cette histoire de Mohamed Sylla, fils de Mamadou Sylla, qui veut être ministre, oui. C'est vrai ou pas? C'est vrai, bien sûr. Voilà. Mais avant ça, j'ai dit que si les partis politiques ont manqué à cette mission-là, d'informer les citoyens, leurs militants sur ces enjeux des alliances, mais je crois que la CENI aussi doit faire cette tâche-là. Parce qu'après tout, c'est elle qu'on accuse. Après tout, c'est la CENI que les gens dans les quartiers vont indexer comme étant celle qui a orchestré tout ce qu'il y a eu. Alors que ce ne serait pas elle, ce serait la force des alliances. Il faut qu'elle explique. Mais oui, mais surtout l'administration des territoires. Oui. Hein. Une fois qu'on entre dans le jeu des alliances... Moi, je vois la CENI. Parce qu'à tout bout de champ, c'est la CENI qui est en train d'être accusée, souvent pour ce qu'elle n'a pas fait, comme irrégularité ou comme... je ne sais pas. D'accord. Du coup, on arrive au cas du fils Mamadou Sylla. Ce que moi j'ai appris, c'est que pendant que le père est bien entendu avec Cellou Dalein Diallo, vous l'avez dit, en alliance, le fils a été approché puisque c'est lui qui a été le candidat. Et en froid avec le parti au pouvoir. Bien sûr, puisque c'est lui qui a été le candidat du parti UDG à Dixine, qu'il aurait été approché par le RPG. Donc, et puis, il a dit, il n'y a pas de problème, on peut être alliés, je peux vous soutenir à condition qu'on ait 4 quartiers, donc 4 chefs de quartier au compte du parti UDG et un poste ministériel. Mais en plus de ça, puisque c'est le fils d'un homme d'affaires, Mamadou Sylla, qu'on leur donne des marchés. Donc, c'est ce qu'on a appris. Mais entre-temps, le député du parti en question à l'Assemblée a dit que ce n'est pas du tout possible. C'est extrêmement grave. Non, parce que en politique, rien ne peut surprendre Mohamed Mara. Attention, en politique, en tout cas en Guinée, par exemple, des marchés publics ne peut pas faire l'objet de négociations politiques. Ah, mais ça, c'est extrêmement grave. Mais qu'est-ce que si vous le parti depuis de Mamadou Sylla demande ça à l'État, nous n'allons pas du tout hésiter à tirer dessus parce que, attention, Mamadou Sylla, il faut le rappeler, dans l'attribution des marchés publics, il y a des procédures. Non, oui, je sais que ce n'est pas nouveau. Mais dans l'attribution des marchés publics, il y a des procédures et dans lesquelles les négociations politiques
ne doivent pas du tout Il y a tellement de militants du RPG qui ont des marchés publics ici. Oui, simplement parce qu'ils sont Voilà, là. j'ai compris. On le sait, mais ils doivent faire l'objet de... On va évoluer dans ce débat. J'ai envie de vous parfaitement entendre. d'accord, ouais. J'ai envie de vous entendre. Ça, ce sera le dernier volet avant d'attaquer, bien sûr, le cas Abakar Souma. C'est cette tournée d'abord de Gassama Diaby et de son tour dans les sièges des partis politiques, du discours tenu à l'UFDG, au RPG, parlant de la CPI. Il y a eu beaucoup de polémiques autour de cela. Vous en pensez quoi? Parce qu'on parle d'ailleurs de lutter contre les propos haineux au sein des médias. Moi, je pense qu'il est dans son rôle. Il faut comprendre Gassama Diaby. Il est le seul dans ce gouvernement qui a de l'énergie pour dire la vérité à tous les camps. Là, il faut le lui reconnaître. Il est accepté, d'ailleurs. Il est accepté dans dans tous les camps. Maintenant, le seul problème qui reste posé, c'est que derrière le discours, il n'y a pas grand-chose. Aujourd'hui, Gassama Diaby, lui, il veut éteindre le feu que les autres sont en train d'allumer, peut-être qu'ils sont en train d'attiser. Maintenant, il faudrait que les autres institutions bougent, il faut que les autres institutions fassent leur boulot. C'est parce que la justice ne fonctionne pas, justement, c'est pourquoi les gens font du n'importe quoi. Et je pense qu'il le reconnaît, mais il n'accepte pas de le dire publiquement. Mais tant que ça ne fonctionne pas de ce côté, son travail sera très difficile. Il va sortir, il va tenir des discours, on l'a entendu, où il essaie de mettre un peu les gens en confiance. Mais, encore une fois, à chaque fois qu'il y aura des situations comme celle que nous avons connue la dernière fois au début de la grève des enseignants, qui ne présentaient aucun signe qui pouvait conduire à de telles atrocités, par exemple sur l'axe, il y aura toujours des violences. C'est parce que les gens sont conscients que même s'ils donnaient la mort à un Guinéen, surtout les agents de sécurité, ils ne vont pas répondre devant la loi. Oui. Mais c'est ce qui pose problème. Je pense que si on ne trouve pas de solution, je pense qu'il peut faire une proposition dans ce sens au gouvernement. Peut-être que ça ne sera pas accepté avec ce gouvernement, mais avec un prochain gouvernement, ça peut être accepté. Que le ministère de la citoyenneté et de l'unité nationale ou un autre département qui allait s'occuper des questions des droits de l'homme ait la possibilité, par exemple, de poursuivre. Parce que si avec la mise en place de ce pool d'avocats, est-ce que cela est possible, Mara? Oui. Le pôle d'avocat, c'est pour totalement autre chose. Le ministre n'a pas exclu le fait. Non, le pôle d'avocat, c'est pour autre chose. C'est bon de préciser les choses. C'est pour accompagner les familles des deux dernières victimes. Peut-être qu'ils n'ont pas les moyens peut-être de se faire entourer de très bons avocats. Donc, le département, dirigé par Gassama Diaby, décide de les accompagner en passant un accord d'ailleurs avec le bâtonnier qui a décidé lui-même de conduire ce pool d'avocats qui vont se charger du dossier de ces deux jeunes qui sont tombés récemment. Pas que les deux jeunes, de tous les dossiers. Oui, mais récemment, non, c'est dans ces deux cas précisément d'abord. Maintenant, ce qui est annoncé, peut-être qu'il veut faire une extension. Et à Kalenko, et à la carrière, je sais, et ailleurs. Je sais. Il veut probablement faire une extension. J'ai vu quelques publications du bâtonnier récemment et ça me donne l'impression qu'il est en train de prendre lui aussi la mesure quand même de la gravité de la situation. Je pense qu'à un moment donné, il faut qu'il y ait un sursaut républicain dans notre pays. Gassama, ce qu'il est en train de faire, il faut être lui pour le faire. Il faut être courageux. Moi, je ne veux pas jeter le bébé avec l'eau du bain. Il est en train de faire quelque chose. Il se met à dos là la mouvance présidentielle et une bonne partie du gouvernement. Je vous donne un indice tout simple. Le président de la République a donné, si vous voulez, a lancé le mouvement de campagne pour les locales bien avant l'heure depuis le 13 décembre à Kankan. Les membres du gouvernement et l'administration publique est tous transportés en Haute-Guinée. Le PRC est paralysé pendant près de 2 mois. Pendant 3 semaines, il n'y a pas eu de conseil de ministres. Le conseil des ministres a repris la semaine dernière et cette semaine. Au bout de 2 conseils des ministres, jamais on n'a parlé du cas de ces violences post-électorales. Jamais on n'a même parlé de la grève dans le secteur de l'enseignement qui est en train de paralyser l'école guinéenne. Ça veut dire 2 choses. 1, qu'il y a une sorte de mépris de la part du chef de l'exécutif par rapport à ce qui préoccupe les citoyens directement. Parce que rien ne peut justifier qu'au moment où il retrouve le gouvernement, que ces questions essentielles, en ce moment, au moment où des discours de haine sont en train d'être tenus dans notre pays, où des gens se font enrôler dans le numéro de téléphone pour adhérer à une hypothétique milice, que le chef de l'État et le gouvernement ne tablent pas là-dessus.
Deuxièmement, ça peut... Pour vous, c'est délibéré. C'est délibéré. C'est délibéré. Et c'est ce qui m'amène à penser la deuxième chose. C'est qu'au sein du gouvernement, il n'y a plus de confiance. On ne peut pas, c'est la preuve qu'on ne peut pas discuter de tous les sujets en Conseil des ministres. Parce qu'on préfère, sur certains types de questions, regrouper les ministres peut-être par 2 ou 3 départements, selon, si vous voulez, les affinités. Parce qu'un mec comme Gassama devient gênant, du coup, au sein du gouvernement. Donc, ce type de sujet, on ne peut pas en discuter. C'est par manque de confiance. Absolument. Absolument. C'est ce qui me pousse à croire qu'on n'est même pas loin aujourd'hui d'un remaniement ministériel, parce que si on ne peut plus discuter des questions essentielles en Conseil des ministres, ça veut dire qu'il y a un malaise. Ça veut dire que quelque part, contrairement à l'image parfois que nous les médias nous donnons à la population, ça veut dire que quelque part, il y a forcément en dehors de Gassama des gens aussi qui ne supportent pas ce qui est en train de se passer. Ce qui me heurte, c'est que Sekouba Konaté a dit ici avoir déposé une liste justement de gens concernés par les massacres du 28 septembre, cela n'a ému personne. Mais quand Gassama lui dit cette fois-ci, je vais faire déposer des listes là-bas, eh bien on s'émeut dans les deux camps, il devient la cible privilégiée des deux camps. C'est la preuve que Gassama a touché du doigt la plaie exactement. Gassama a touché du doigt la plaie de façon exacte, comme le dit si bien Mohamed Mara, ce qui nous amène au sujet suivant, celui de l'éducation bien sûr, avec cette grève déclenchée par Abakar Souma du SLEG, une grève qui a été ressentie sur le terrain puisqu'on constate ça et là des salles de classe vides, également des enseignants absents. La grève, oui ou non, a été suivie, on le verra tout de suite avec les commentaires sur ce plateau, mais surtout avec le principal concerné, Abakar Souma. Mais avant, on y va avec ces propos de Louis Bemba Souma qui se prononce sur la grève déclenchée. Est-elle légale ou pas? On l'écoute. Il est dans l'illégalité totale. Le syndicat est géré par des textes. Alors, Aboubakar Souma a été exclu des syndicats pour faute extrêmement lourde. Donc, il n'est plus syndicaliste. Il est exclu, officiellement. Même dans l'éducation, son département l'a remis à la disposition de la fonction publique. Donc, en l'état actuel, il n'est plus enseignant. Donc, il n'est ni enseignant, ni syndicaliste. Comment peut-il faire des activités syndicales dans le domaine de l'éducation?